Je reconnais des visages familiers et puis d'autres personnes qui viennent ici pour la première fois. Donc merci à ceux qui sont habitués de leur fidélité, enfin qui sont habitués, merci de leur fidélité, et à ceux qui viennent pour la première fois, merci d'avoir accepté l'invitation, qui parfois s'est faite par des amis. Alors ce soir, donc, le sujet, c'est mieux connaître ce vaste pays qu'est la Russie, et spécialement depuis qu'elle est présidée par M. Poutine. Voilà. Mais comme vous avez remarqué, à France Souveraineté, nous sommes sous la protection, sous la tutelle de Jeanne d'Arc, hein, on n'est pas à Orléans pour rien. Donc Jeanne d'Arc est bien là, et elle va être aussi, ça va être notre point d'introduction de la conférence, puisque à Saint-Pétersbourg, enfin, il y a un projet qui vient de France d'ériger un mémorial, une statue à Sainte Jeanne d'Arc, à Saint-Pétersbourg. Donc c'est Madame Brancourt qui nous le présentera dans quelques instants. Voilà, et après donc c'est Madame Pérou qui prendra la suite pour le cœur du sujet. Je vous présente en quelques mots France Souveraineté pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. C'est une association orléanaise qui se propose d'organiser donc des conférences pour donner un éclairage un peu différent et certainement complémentaire de ce qu'on peut entendre dans les grands médias, de façon à ce que chacun puisse se forger son jugement, avoir des éléments si possible objectifs d'appréciation. Et c'est pour ça que nous avons invité Madame Pérou ce soir. Elena Pérou est donc française de langue maternelle russe. Elle est née à Moscou, où elle a grandi. Et puis, en France, elle a été conseillère à l'Élysée, sous la présidence plus spécialement de M. Chirac, pendant 9 ans. Et puis, elle a été aussi directrice du centre culturel à Saint-Pétersbourg. Donc, on peut penser qu'elle connaît un petit peu le sujet. Voilà, donc sans tarder, je laisse la parole à Madame Brancourt, donc de l'association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, qui porte ce projet donc de mémorial, de statue de Jeanne d'Arc sur une place à Saint-Pétersbourg. Merci de votre présence et merci à nos invités. Merci infiniment, Monsieur le Président. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bonsoir, Monsieur le curé. Je suis ici un modeste maillon d'une très petite association, et pourtant d'une association très ancienne, qui est l'association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, créée après des années de mise en place en 1953 sous la présidence du général Weygand. Cette petite association, elle était très fragile dans ces années 2010-2011, où mon mari, historien du droit, a été contacté pour prendre la succession du président de cette association qui venait de mourir d'un cancer. Je suis donc leur interprète maintenant, puisqu'ils sont tous les deux au ciel, je l'espère. Et je vais vous faire part d'une initiative que ce beau visage de Jeanne, un visage qui n'est pas banal dans la statuaire française de Jeanne d'Arc, vous présente. Cette initiative a été prise aux alentours de 2013 dans les remous du regain d'intérêt pour Jeanne d'Arc qui a été suscité par le 6e centenaire de sa naissance en 2012. Vous savez qu'à ce moment-là, les milieux scientifiques, et pas seulement catholiques et français, toujours, se sont intéressés de nouveau à la personnalité de Jeanne d'Arc, jusqu'à l'Académie, et également d'ailleurs les milieux politiques, avec peut-être quelques intentions électoralistes derrière, ça n'est pas interdit. En tout cas, on a parlé beaucoup de Jeanne d'Arc en 2012 et il y a eu une énorme floraison d'ouvrages. Et c'est dans les remous de cette vague d'intérêt que Boris le Jeune, un sculpteur d'origine russe, enfin russe,
Il est né à Kiev, et il est de langue russe, il parle même avec un accent très fort le français, pourtant marié à une Française. Boris Lejeune, sculpteur de renommée véritablement établi, international, a proposé, alors je ne vais pas vous donner toute la maturation de ce projet, a proposé de réaliser une statue de Jeanne d'Arc dont il a fait plusieurs épreuves et dont vous voyez ici la silhouette dans différentes situations et dans la position réelle où sera intronisée érigée et intronisée cette statue le 30 mai 2020 à Saint-Pétersbourg. Alors, beaucoup de gens sont entrés, vous l'imaginez, dans la danse pour pouvoir provoquer la réalisation de ce projet qui arrive maintenant à sa phase d'aboutissement. Les premières personnes étaient des gens très modestes, donc de notre association, puis de l'entourage de Boris Lejeune, du centre Solzhenitsyn à Moscou. Et puis est intervenue une personnalité assez remarquable, qui est le prince Six de Bourbon-Parme, qui a dit à Boris Lejeune: non mais attendez, vous n'allez pas réaliser une aussi jolie statue en miniature pour le centre Solzhenitsyn, il faut que nous fassions une vraie grande statue de Jeanne d'Arc et que ce soit un cadeau de la France, pas nécessairement que des Français, mais des Français entre autres, à la Russie. Alors il fallait pour cela contacter toutes les autorités concernées, a fortiori le président Poutine. Il l'a été par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Russie en France, dans un trajet de l'aéroport à Paris, et il a donné son accord immédiat et enthousiaste. À partir de là, de longues négociations ont été menées pour que le projet reçoivent toutes les autorisations, en particulier de la mairie de Saint-Pétersbourg, mais aussi de la Douma. Et maintenant, eh bien, il s'agit d'en assurer la fin du financement, puisque le financement a déjà été commencé. Il reçoit tout l'aval de l'État avec la défiscalisation qui va derrière, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, les familles pouvant s'unir pour réaliser un don un peu plus considérable. À partir de 1 500 €, le nom de la famille ou le nom du donateur sera inscrit sur le pied d'estale de cette statue à Saint-Pétersbourg. Et naturellement, je viens m'adresser tout de même, sans dénier l'intérêt de toute cette générosité et de cet enthousiasme à des entreprises qui pourraient voir, des petites, des moyennes, pourquoi pas des grandes entreprises françaises, qui pourraient voir dans cette initiative, dans le mécénat, pour soutenir cette intronisation, eh bien, un moyen peut-être de faire aussi des affaires sur le nom de Jeanne d'Arc. Alors, ça a enthousiasmé déjà beaucoup. Il manque un petit peu plus de 100 000 €, mais c'est une réalisation qui est vraiment en cours. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la Russie ? Pourquoi la Russie, dont Madame Elena Perrou va vous parler avec beaucoup plus de talent que moi, parce que je ne suis jamais allée en Russie? Eh bien, je vous dirais déjà, pourquoi pas la Russie? Jeanne, elle est à peu près partout. Pas partout dans le monde, mais dans énormément de pays du monde, elle est là. Elle est là, elle est représentée de multiples fois. En Russie, elle n'est pas, déjà. Ensuite, il y a un lien d'hier à aujourd'hui. C'est que Jeanne est une figure éminemment politique, pour établir le principe de la légitimité de la souveraineté. D'une souveraineté qui est rapportée à Dieu, c'est vrai, incontestablement, et qui reste, si on veut qu'elle tienne debout, et je pense que c'est bien l'esprit de France Souveraineté, rattachée à la transcendance. Ensuite, elle est venue pour établir la paix, mais elle est venue pour établir la paix par la guerre.
Elle est venue pour faire la réconciliation des rois de France et d'Angleterre, et Dieu sait si elle a prêché cette réconciliation. Elle est venue pour... Elle a fait la guerre pour atteindre cette réconciliation qu'elle n'a pas vue de son vivant, mais un objectif qui a été atteint, afin d'emmener tous les princes chrétiens, et elle l'a dit, et même écrit, dans la lutte contre l'ennemi du moment, l'ennemi de l'Occident, qui était le Turc. Vous savez que Constantinople tombe en 1453. De cet objectif-là n'a pas été atteint. Et je crois que la Russie est aujourd'hui certainement le pays qui peut être l'étendard de cette lutte contre un autre islam que celui des Turcs, mais un danger encore plus imminent, s'il en est. Et en acceptant une statue de Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg sur le sol russe, eh bien je crois que la Russie entre déjà dans le processus annoncé à Fatima, la conversion de la Sainte Russie, et elle entre dans cet élan, elle plante en quelque sorte en son pays, en son sol, un étendard qui peut peut-être permettre à l'Occident d'être sauvé de ce danger de l'islam. J'espère avoir convaincu, j'espère attirer votre attention, et vous avez quelques documents qui vous permettront de compléter. Je vous remercie de votre attention et je vous cède la parole. Merci. Merci Madame Brancourt de nous avoir fait partager votre enthousiasme de ce projet audacieux et qui parle sans doute, on n'en doute pas, au cœur des Orléanais. Donc comme vous disiez, il y a quelques documentations à la sortie. Un petit mot sur le déroulement de la conférence qui va suivre, c'est très simple. Donc Madame Pérou va dérouler son propos. Il y aura donc à 10h, 10h05, 10, une petite pause, le temps qu'on fasse circuler une petite liste pour les personnes qui voudraient recevoir l'annonce des prochaines conférences et qui ne les reçoivent pas encore, qui ne sont pas encore dans nos destinataires. Donc une petite liste circulera, même deux. Voilà. Nous n'avons pas le droit de faire de quête, entre guillemets, pour couvrir les frais du conférencier en particulier, de la conférencière, mais une corbeille sera à la sortie, après le stand de la librairie Agapé. L'ouvrage sera disponible. Voilà. La meilleure façon de nous aider, y compris sous l'aspect un peu matériel, c'est tout simplement d'adhérer à l'association, non pas par prosélytisme de notre part, mais il y a un aspect qui n'est pas négligé. On est en train d'être référencé, enfin, on a fait une demande de référencement à la maison des associations, puisqu'on est association orléanaise, dûment déclarée, etc. On loue d'ailleurs des salles ici de la mairie, mais donc on aimerait se faire référencer davantage, et donc le nombre d'adhérents est un des éléments importants pour appuyer ce référencement. Donc merci aussi si vous pouvez faire cette démarche, et ça peut être une façon de nous aider. Je vous remercie, donc je passe la parole à Madame Pérou. Merci, je parle dans ce micro-là. Non, c'est le micro ici. Et puis il y aura donc, après cette petite pause, après donc, le propos de Mme Pérou, place à vos questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci beaucoup de votre intérêt pour le grand pays dont je vais vous parler. Comme nous partons loin, avec votre autorisation, je vais m'asseoir, je vais faire comme vous. Et avant de démarrer notre voyage vers la Russie, j'aimerais que vous me disiez, en levant la main simplement, qui parmi vous est déjà allé en Russie, pour que... Ah ben c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Et qui parmi vous est allé en URSS déjà? Pas mal.
Et alors, dernière question, y a-t-il des russophones dans la salle? Un peu moins. J'espère vous donner le goût de la langue russe à la fin de cette conférence. Bien, alors merci beaucoup du propos introductif. Je vais juste corriger une petite chose qui est sur l'annonce précédente. Je n'étais pas conseillère pour les affaires russes à l'Élysée. J'ai été au cabinet de M. Chirac, c'est vrai, de 9 ans entre 1996 et 2005. J'étais la collaboratrice du conseiller pour l'éducation, la culture et les cultes, Christine Albanel à l'époque, c'est elle qui m'avait fait venir. Elle est devenue ensuite ministre de la Culture, a dirigé le château de Versailles. Mais il se trouve que j'ai été dans l'entourage du président, la seule personne qui avait ces liens forts effectivement avec la Russie. Et Jacques Chirac avait lui-même, on pourra en parler après si vous voulez, si vous voulez que je développe le sujet, des liens très personnels avec la Russie. Et comme j'étais la seule dans son entourage à avoir ces liens avec la Russie, il m'a associé en réalité à des dossiers russes et notamment à des voyages en Russie avec lui. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré à plusieurs reprises Vladimir Poutine, à la fois en France et en Russie. Et ensuite, en dirigeant l'Institut français de Saint-Pétersbourg, en effet, entre 2005 et 2008, j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup de personnes, alors escalitées professionnellement, qui avaient travaillé avec Vladimir Poutine, qui l'ont très bien connu. Et évidemment, ça m'a donné aussi un regard particulier sur ce personnage. Je n'ai pas rêvé toute ma vie d'écrire un livre sur Vladimir Poutine. Je vais juste d'abord vous dire en 2 mots pourquoi je me suis lancée à mon tour dans cette aventure, après bien d'autres. Alors, je ne prétends pas avoir tout lu de ce qui s'est écrit en langue française sur Vladimir Poutine. Mais de ce que j'ai pu lire, très honnêtement, beaucoup d'ouvrages, ou d'articles de presse du reste, me semblaient être écrits avec des yeux très français. Pour des raisons très françaises, alors idéologiques souvent, sans caricaturer, ou plutôt en caricaturant très fort, si on est de droite, on est plutôt pro-Poutine, si on est de gauche, on est plutôt anti-Poutine, même si on est un peu plus à gauche qu'à gauche, on peut être pro-Poutine, enfin c'est très compliqué, mais très souvent les gens qui s'intéressent à Poutine, qui ont des avis très tranchés sur le personnage et sur sa manière de diriger le pays, en réalité, c'est pour des raisons très françaises. Alors moi, il se trouve que comme tout le monde, j'ai 2 yeux, mais j'ai un œil russe et un œil français. Et donc j'ai essayé, sans loucher, de faire converger ces 2 regards pour essayer d'aller un peu dans les angles morts, c'est-à-dire ce qu'un regard français ne verra pas forcément de la Russie, et ce que les Russes ne penseront pas à mettre en avant de leur pays, parce que pour eux, c'est absolument évident. Donc c'est ce travail que j'ai essayé de faire à travers ce livre, et à travers la conférence de ce soir. L'idée, c'est de vous montrer, à partir de quelques malentendus d'un regard occidental sur Poutine et sur la Russie, pourquoi la situation est parfois plus complexe qu'on ne pourrait, au premier abord, l'imaginer. Essayer de vous faire toucher une certaine réalité russe qui peut échapper à un regard français ou occidental. Ça, c'est la raison de fond. Et la raison plus circonstancielle, si vous voulez, y a un homme qui a beaucoup compté pour moi dans ces années à l'Élysée, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Alors Jacques Chirac aussi, évidemment, bien entendu, mais à côté de Jacques Chirac, il y avait un monsieur dont le nom vous dira peut-être quelque chose, qui était Jérôme Monod. Jérôme Monod était un ami très proche de monsieur Chirac. Il a une carrière entre le service de l'État et la direction de grandes entreprises, et nous sommes restés très proches après mon départ de l'Élysée, après son départ de l'Élysée, très proches. Et il se trouve que la dernière fois que nous nous sommes vus, il était vraiment très intrigué par le personnage de Poutine. Il était en train de lire un livre. Je dois dire honnêtement, de loin, le meilleur livre qui m'ait été donné de lire sur Vladimir Poutine, en anglais. C'est un livre qui n'a jamais été traduit en français. Un pavé, je ne voulais pas amener là, mais c'est un pavé de 500 pages. Et il m'a demandé de le lire et de me donner mon avis sur ce livre. Malheureusement, c'est la dernière fois que nous nous voyions. Nous ne le savions pas ni l'un ni l'autre à ce moment-là. Je n'ai donc pas pu lui donner mon avis sur ce livre vraiment très intéressant. Et d'une certaine façon, mon ouvrage est cette conversation qui n'a pas pu avoir lieu. Alors, juste un mot de cet ouvrage écrit en langue anglaise. Je l'ai lu vraiment sans regarder qui étaient les 2 co-auteurs, pour ne pas être influencé par ce que j'apprendrais sur eux. Et je n'ai regardé qu'après avoir fini l'ouvrage qui étaient ces 2 personnages. Il se trouve que l'une des 2, un homme et une femme, l'une des 2 est la conseillère de Trump sur la Russie, Fiona Hill, une universitaire anglaise devenue américaine, et Clifford Geertz, qui est plus âgé, un universitaire également, connaissant parfaitement tous les 2 la langue russe
Et la connaissance de la langue russe, ce n'est pas du snobisme en l'occurrence, mais c'est extrêmement important pour être vous-même maître des sources que vous allez chercher pour travailler. Parce que si vous ne travaillez qu'en traduction, vous êtes l'otage de tous ceux qui vont vous donner les traductions et donc orienter votre regard. Et ces deux personnes sont des universitaires reconnus, membres d'un think tank, Brookings Institution, qui est proche du Parti républicain. Voilà. Donc cet ouvrage, Mr. Putin Operative in the Kremlin, c'est ce qui m'a donné envie, à mon tour, d'essayer de décrire Poutine pour un regard occidental, parce que ce qui m'a frappé dans cet ouvrage américain, c'est que l'Europe n'était vue qu'à travers le prisme allemand. La France n'existait pas. Jacques Chirac, le nom de Jacques Chirac n'est pas cité une seule fois en 500 pages. Le seul nom français dans ces 500 pages, c'est celui d'Hélène Carrère d'Ancos. L'Italie n'existe pas. Or, la relation entre Poutine et Berlusconi a été importante à un certain moment, mais surtout la relation entre Chirac et Poutine a été extrêmement importante. Et moi, j'ai eu la chance d'être à certains moments aux premières loges de cette relation. Voilà, d'où cette aventure dans laquelle je me suis lancée d'écrire cet ouvrage. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est donc d'orienter votre regard sur 3 malentendus sur Poutine. Ces 3 malentendus vont d'abord nous emmener du côté de la Tchétchénie et de la question de l'islam. Alors, je vais préciser, madame, ce que vous avez évoqué le sujet, mais l'islam pour la Russie est un sujet extrêmement compliqué et vous allez comprendre que c'est une donnée très importante de la politique de Poutine, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. Le deuxième sujet qui nous concerne de très près, c'est la relation à l'Occident. Et le troisième sujet, c'est ce qui peut faire très peur dans le personnage de Poutine, c'est son passage par le KGB. Et qu'est-ce que le KGB de Poutine et qu'est-ce que ce passé d'espion, puisque on l'appelle parfois le James Bond russe, qu'est-ce que ça veut dire en réalité de Poutine? Donc ça, c'est les 3 sujets, si vous voulez, sur lesquels je vous propose de vous emmener ce soir. Et en préalable, je voudrais d'abord faire un tour, mais très rapide, de 1200 ans d'histoire russe, en TGV, en très grande vitesse, pour essayer de vous faire comprendre à quoi Poutine succède. Parce qu'on ne comprend rien à Poutine si on n'a pas une petite idée, même vague, des événements traumatisants des Russes qui vivent encore aujourd'hui, donc des événements traumatisants du XXe siècle pour la Russie, et si on ne comprend pas, si on ne lit pas l'histoire de Poutine à l'aune de l'histoire russe. Et avant de faire ce focus sur 3 moments de l'histoire russe, je voudrais que vous quittiez mentalement la ville d'Orléans, que vous quittiez même la France, que vous voyagiez un peu vers l'Est et le Nord, et que vous alliez vers un pays qui fait 25 fois la France, qui est traversé, là vous voyez, depuis... alors est-ce qu'on voit l'enclave de Kaliningrad à l'ouest? Oui, vous voyez l'enclave de Kaliningrad à l'ouest, entre la Pologne et la Lituanie. Vous voyez, c'est Königsberg, la patrie d'Emmanuel Kant. Je ne dirais pas que Kant est né en URSS, hein, je n'ai pas dit ça. Mais de Königsberg, enfin pardon, de Kaliningrad jusqu'à Vladivostok, vous avez 11 fuseaux horaires. Vous avez 10 000 km. Donc on est dans ces distances-là. 25 fois, retenez bien, 25 fois la France. Alors, petit rappel historique sur la Russie, en 3 points et très rapidement, avant d'arriver au 31 décembre 1999, le jour où, à midi précisément, Poutine arrive au Kremlin. Le premier élément qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est qu'entre le premier embryon d'État russe, au IXe siècle, qui s'est constitué à Kiev, autour de Kiev, toute cette partie de l'histoire russe, disons médiévale pour parler en des termes français, ça se passe autour de Kiev, donc l'Ukraine actuelle. C'est important pour comprendre la sensibilité particulière des Russes à la question ukrainienne et après la question de la Crimée. On en parlera tout à l'heure, bien évidemment. Donc de la Rousse de Kiev jusqu'à Vladimir Poutine, malgré l'impression d'une histoire très hachée, en réalité, il y a une très grande continuité.
entre le premier prince qui a dirigé le premier embryon d'État russe, Ryurik, et Poutine, il n'y a que 2 dynasties et 2 présidents et demi. Le demi, pour le président, vous avez compris, c'est pour la personne qui est actuellement Premier ministre, c'est pour M. Medvedev, qui a été... il y a eu un petit jeu de chaise musicale entre 2008 et 2012, Poutine devenant Premier ministre et Medvedev président. Ces 2 dynasties, eh bien, c'est les Rurikides, fondés par Ryurik jusqu'à Ivan le Terrible. Ensuite, un intermède de 30 années que les Russes ont appelé le temps des troubles. Fin 16e, début 17e. 30 années où il n'y a plus d'État russe, où les Polonais sont à Moscou, et pour nos amis russes, c'est la catastrophe absolue, il n'y a plus d'État. Et ensuite, Mikhail Romanov, le premier des Romanov, qui est un prince élu, qui va fonder la dynastie des Romanov, qui va nous emmener jusqu'en 1917. Après 1917, la Révolution 1922, constitution de l'URSS, 70 ans de communisme. 1991, premier président de la Fédération de Russie, Boris Yeltsin. 96, réélu. 99, Boris Yeltsin démissionne le 31 décembre 99. Vladimir Poutine arrive au pouvoir de la manière la plus légale qui soit. Il était à ce moment-là Premier ministre, et la constitution russe précise qu'en cas de défaillance ou de démission du président, eh bien c'est le Premier ministre qui assure l'intérim, évidemment jusqu'à l'élection. Il sera élu en mars 2000, au premier tour, mais il n'y a pas d'habitude de deuxième tour en Russie, pas encore. Réélu en 2004, la Constitution ne permet pas à la même personne d'enchaîner plus de 2 mandats consécutifs, donc il ne pouvait pas, à moins de changer la Constitution, continuer à être président. Il cède donc son fauteuil à M. Medvedev, qui est président de 2008 à 2012. Il peut de nouveau se représenter en 2012. C'est d'ailleurs là qu'il fera son plus mauvais score, mais il sera quand même élu au premier tour. Et aux dernières élections, 18 mars 2018, un score triomphal de 76,6% au premier tour. Et ce mandat devrait l'emmener jusqu'en 2024, puisque le mandat présidentiel est de 6 ans, ce qui fait qu'il aura régné, je mets le terme régné entre beaucoup de guillemets, de 99, bon, du 31 décembre 99, jusqu'en mars, certainement, 2024, si Dieu lui prête vie. Donc c'est important que vous ayez ce panorama rapide de la continuité de l'histoire russe. Et ce qui est très, très intéressant, une grande différence, me semble-t-il, par rapport à la réalité française, Poutine, les Russes ont la mémoire du temps long. Vous voyez, en France, moi, ça me frappe souvent, et quand j'écrivais des discours pour le président Chirac, on avait souvent l'occasion de parler de ces questions-là. Très souvent, le terme de République est substitué au terme de France, quand on parle de la France, de l'histoire de France. Comme si la France n'avait commencé qu'en 1789. Les Russes, avec leur histoire extrêmement compliquée, et notamment au XXe siècle, ont vraiment le souci du temps long. Et si vous prenez aujourd'hui les symboles de la Russie, donc de ce très jeune État en réalité, fondé en 91, de la Fédération de Russie, si vous prenez les 3 symboles, l'hymne, le drapeau, le blason. Le blason, vous l'avez, c'est une des cérémonies d'investiture de Poutine. Le blason, je lui ai coupé la tête, excusez-moi, mais c'est les 2 aigles, l'aigle bicéphale. L'aigle bicéphale, c'est le plus vieux symbole qui date du XVe siècle. Le drapeau bleu, blanc, rouge, mais pas dans le même sens que nous, c'était le drapeau de la marine commerciale du temps de Pierre le Grand. Et l'hymne russe aujourd'hui, dont on a tellement dit que c'était un retour à l'hymne de Staline, et donc que ça voulait dire que Poutine et les gens qui étaient autour de lui étaient très nostalgiques de l'URSS, c'est faire un très gros contresens. L'hymne de la Fédération de Russie depuis 2000, parce que Poutine, en arrivant au pouvoir, s'est engagé à ce qu'à la fin de sa première année de président, la Russie retrouve son hymne. C'est l'hymne qui avait été écrit, c'est vrai, pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1943, si je ne m'abuse. Certes, Staline était aux commandes du pays à ce moment-là, mais c'était un hymne de guerre. C'était un hymne de guerre, c'est-à-dire pas de guerre, mais de résistance à l'envahisseur. Puisque je vous rappelle que les Allemands étaient quand même très loin dans le territoire russe à ce moment-là.
Mais la personne qui a écrit cette musique, Alexandrov, est un homme qui a aussi écrit de la musique orthodoxe. Et il se trouve que Mikhalkov, le Noir, le Barbier de Sibérie, enfin plein de grandes sagas russes avec des images magnifiques et de très bons acteurs, eh bien son père était un écrivain très apprécié en Russie. Il avait écrit les paroles de l'hymne de 43, qui étaient des paroles tout à fait communistes, et il se trouve, il a eu une longue vie, que c'est lui qui a réécrit les paroles de l'hymne de 2000, où vous avez Dieu en première place, la Russie terre sacrée, et ça n'a plus rien de communiste. Et donc, si vous voulez, cet amalgame ou cette alchimie entre un aigle bicéphale qui date du XVe siècle, le drapeau russe qui est Pierre le Grand. Pierre le Grand, c'est celui qui a ouvert la Russie à l'Europe et qui l'a désenclavée. Et d'où le symbole de la marine commerciale. Cet hymne, qui est un hymne du XXe siècle, la Russie d'aujourd'hui, c'est une Russie qui puise ses racines loin dans son histoire pour se projeter loin vers l'avenir. Et pour ce qui est du temps long, moi quand j'ai été invitée à commenter dans les médias la réélection de Poutine, évidemment la question des journalistes, c'est encore lui, n'est-il pas en train d'usurper le pouvoir ? Vous savez, Poutine, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et pour les Russes, la longévité, c'est symbole de stabilité. Et je vais revenir un instant là-dessus, parce qu'il faut comprendre ce qu'il y a eu juste avant Poutine. Mais je vous dis, Poutine, c'est la partie émergée de l'iceberg. Si vous prenez certains ministres qui ont joué un rôle très important dans le redressement de l'économie russe, vous prenez un certain Kudrin, qui est un très grand libéral pétersbourgeois, très proche de Poutine. Il a été ministre des Finances de 2000 à 2011, 11 ans ministre des Finances. Vous prenez quelqu'un qui est encore aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, il est à son poste depuis 2004. Vous imaginez la supériorité que ça lui donne, cette antériorité, sur tous ses homologues, qu'ils soient américains ou français, ou même allemands. Peut-être que le nom d'Andrei Gromyko vous dira quelque chose. Alors Andrei Gromyko, c'est le champion hors catégorie de la longévité à un poste ministériel. Je crois qu'il a été ministre des Affaires étrangères de l'URSS de 57 à 82. Mais pour vous dire à quel point on a un regard un peu biaisé dès qu'il s'agit de la Russie, personne ne reproche, et c'est le jour d'en parler aujourd'hui, de l'Allemagne, à quelqu'un comme Angela Merkel d'être à son poste depuis un certain nombre d'années, mais elle n'a pas encore égalé la longévité d'Helmut Kohl, qui lui aussi a été à son poste, je crois que c'était 16 ans, et Angela Merkel doit être à 14 aujourd'hui. Donc si vous voulez, la longévité, ça n'est pas une anomalie pour les Russes. Et moi, dans un secteur professionnel qui a été vraiment le mien au premier chef quand j'étais à l'Institut français de Saint-Pétersbourg, bon, vous connaissez tous au moins de nom le musée de l'Ermitage, eh bien la personne qui dirige le musée de l'Ermitage est à son poste depuis 1992. Et a succédé d'ailleurs à son propre père. Mais il y avait tous les titres pour exercer cette fonction. Et un autre musée de Saint-Pétersbourg qui est très important, le musée russe, c'est la même personne qui le dirige depuis 1988. Donc si vous voulez, la longévité n'est pas une anomalie pour les Russes. Ça, c'est le premier point qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Le deuxième point que je voulais évoquer rapidement, c'est le grand traumatisme russe, pour les Russes, au XXe siècle, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Alors la Deuxième Guerre mondiale, vous savez peut-être que les Russes lui donnent un nom particulier. Ils l'appellent la Grande Guerre patriotique. La petite guerre patriotique, enfin la guerre patriotique tout court, c'était contre Napoléon en 1812. La Grande Guerre patriotique, c'est un peu la connotation de la Grande Guerre pour nous, c'est-à-dire 14-18, mais évidemment plus proche par le souvenir. Il faut savoir que sur 45 millions de morts, si on compte seulement si je puis dire, le continent européen, vous avez entre eux, c'est toujours pas le décompte précis final côté russe, vous avez entre 27 et 30 millions de morts. Donc il faut avoir cette réalité à l'esprit aussi pour comprendre quel est le poids du sacrifice humain russe pour la victoire finale des Alliés. Et vous savez, il y a un sondage extrêmement intéressant qui avait été fait
par l'IFOP. L'IFOP a été créé en 1945, enfin existait en 1945, et existe toujours aujourd'hui. Et ils ont régulièrement interrogé les Français sur leur perception, quel était le pays entre l'URSS, les États-Unis et l'Angleterre qui était le plus proche de la France. Très intéressant de voir, enfin, qui a le plus contribué à la victoire des Alliés. Très intéressant de voir qu'en 1945, l'URSS est à 57%, si je me souviens bien, les Américains à 20%. En 2015, vous avez exactement l'inverse, à quelques numéros près. C'est-à-dire les Américains bien au-delà de 50% et les Russes à 23%, je crois. Enfin, l'URSS. Très intéressant d'avoir cette déformation de la perception. Alors, il se trouve que dans ce conflit, il y a eu un épisode qui a particulièrement marqué Poutine, sa famille et en réalité tous les Pétersbourgeois, et en réalité beaucoup de gens qui sont aujourd'hui aux commandes de la Russie, puisque Poutine s'est entouré d'un cercle de Pétersbourgeois. Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup au Kremlin, et puis à la tête des grandes structures, qu'elles soient publiques ou privées, russes. Cet épisode est assez mal connu en France, parce que quand vous pensez Deuxième Guerre mondiale, URSS, vous pensez à Stalingrad. Et Stalingrad a été un tournant, évidemment, dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous ne penserez pas spontanément à Leningrad. Et vous ne penserez pas au siège de Leningrad. Or, le siège de Leningrad, ça a été un épisode épouvantable qui a duré, alors 900 jours pour faire rapide, 872 en réalité. Et une ville qui comptait 2,5 millions d'habitants, à la veille de 41, puisque la guerre, vous savez, pour les Russes a duré moins longtemps du fait du pacte Hitler-Staline. Entre 41 et 44, les 900 jours de siège de Leningrad, la population était divisée par 4. 2,5 millions, 600 000. Avec une population qui a été tout simplement, si je puis dire, affamée par les Allemands. Donc je vous passe les détails, mais il se trouve que Poutine est né en 1952, donc il n'a pas connu le siège, mais il se trouve que son père, comme sa mère, sont des miraculés, des survivants de ce que les Russes appellent le blocus, blockade, Leningrad. Et Poutine a été toujours très pudique sur la manière dont ses parents avaient traversé ces années épouvantables. Bon, il se trouve qu'il a perdu un frère qu'il n'a jamais connu, qui est mort à l'âge de 3 ans, certainement malade et affamé. Il est enterré, il ne l'a su que plus tard, ses parents ne l'ont jamais su. Il a été enterré dans la fosse commune d'un cimetière qui est poignant, si certains d'entre vous connaissez le lieu, le cimetière de Piskarevsk à Saint-Pétersbourg, Leningrad. Vous avez 600 000 personnes qui sont enterrées, les militaires d'un côté, les civils de l'autre, avec évidemment des femmes et des enfants par milliers. Certains jours, le premier hiver, vous aviez jusqu'à 3000 morts par jour. Et vous avez eu entre décembre et mars, donc décembre 41 et mars 42, autant de morts civiles que d'Anglais morts pendant toute la durée du conflit. Donc c'est vous donner une mesure de ce qu'a représenté, du traumatisme qu'a représenté ce siège de Leningrad. Et je vous disais que Poutine avait été extrêmement pudique sur la manière dont ses parents avaient traversé le siège. Ça n'est qu'en avril 2015 qu'il a pris la plume pour raconter dans un journal pour adolescents ce que ses parents lui avaient raconté du siège. Alors je crois, moi je ne l'avais jamais vu traduit en français, et dans mon livre j'en ai donné les extraits principaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, à plusieurs moments, la vie de son père comme de sa mère a tenu un fil extrêmement mince. Donc retenez ce traumatisme terrible qu'a représenté ces 900 jours de siège, et plus généralement cette terrible saignée et ce terrible sacrifice humain des Russes au service de la victoire des Alliés. Le dernier moment sur lequel j'aimerais attirer votre attention, eh bien, c'est ce qui a précédé immédiatement l'arrivée de Poutine au pouvoir, c'est la décennie 90. Alors les Russes ont un nom pour désigner ces années 90, ils les appellent les années terribles, les années sauvages, Lihi 90.
c'est un superbe malentendu entre un regard occidental et russe sur cette réalité-là. Alors, nous, enfin quand je dis nous, nous occidentaux, on a voulu voir dans ces années 90, évidemment la chute du communisme, la chute de l'URSS et donc la marche triomphale de la Russie vers la liberté, les droits de l'homme, l'économie de marché. C'est vrai pour partie. Sauf que les Russes, la manière dont ils ont vécu ces années 90, ça a été absolument terrible. Je vous ai parlé tout à l'heure du temps des troubles entre Ivan le Terrible et le premier des Romanov. Il n'y avait plus d'État russe. Eh bien, en 96-17, au moment même où les Russes traversaient cette période très compliquée, ils l'ont appelé eux-mêmes le nouveau temps des troubles. C'est vous dire qu'ils sentaient que c'était le deuxième moment vraiment très difficile de leur histoire collective. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là? Bon, vous avez eu la chute brutale du communisme, vous avez eu un passage très rapide entre une économie soviétique et l'économie de marché, ce qu'on appelait la thérapie de choc, amenée par un certain Gaïdar, qui était ministre de Boris Yeltsin. En 2 ans, il fallait passer d'une économie soviétique à une économie libérale. Résultat, c'était la faillite totale de l'État et de la réalité. Ça a été une réalité extrêmement dure pour les Russes au quotidien. Les salaires n'étaient plus payés, il n'y avait plus rien dans les magasins. Vous pouviez avoir des choses absolument délirantes comme une poupée Barbie. Vous pouvez trouver dans un magasin très chic de Saint-Pétersbourg qui coûtait le même prix qu'un aller-retour en avion entre Paris et Saint-Pétersbourg. Les Russes n'ont survécu à ce moment-là que grâce au potager qu'ils avaient dans leur datcha et dans lequel ils ne cultivaient pas des fleurs mais des pommes de terre. Et il y avait une solidarité qui faisait que ils ont réussi à s'en sortir. Mais pour vous donner un indicateur qui parle plus que bien des chiffres, il y a beaucoup d'hommes dans cette salle, l'espérance de vie des hommes en 1994 est tombée à 58 ans. Et il y a eu dans ces années 96, 97, 98, autant de naissances qu'en 42-43. C'est-à-dire aussi peu. Donc les Russes étaient désespérés, ne croyaient plus en leur avenir. Je vous ai parlé de Gaïdar, donc cette thérapie de choc qu'il a voulu, on l'a appelé ça comme ça, la thérapie de choc pour passer en 2 ans d'une économie administrée à une économie libérale, eh bien les Russes ont vu le choc, mais ils n'ont pas vu la thérapie. À côté de cette réalité économique extrêmement dure, vous aviez l'image d'un État qui était vacillant. Alors Boris Yeltsin est le premier président de la Fédération de Russie. C'était un homme, vous vous souvenez des images, un homme solide. Bon, un homme qui a vu un certain courage, qui avait démissionné du Parti communiste, enfin qui a eu des déclarations et puis des actes forts. Mais c'était un homme, ce n'est pas un secret de le dire, qui préférait la vodka à l'eau minérale. Et si vous vous souvenez de ces images terribles pour les Russes, parce que c'était extrêmement humiliant, d'une conférence de presse, c'était à New York, c'était pas à Washington. Vous aviez côte à côte Bill Clinton et Boris Yeltsin, hilars, rouges, ne tenant pas debout ni l'un ni l'autre et ne pouvant pas prononcer un mot. Alors pour les Russes, que leur président en terre étrangère et qui plus est aux États-Unis, à côté du président des États-Unis, représente à ce point mal la Russie, ça a été une image très humiliante. Alors, au-delà de l'image, vous avez eu des faits violents qu'on a un peu oubliés dans la mémoire collective, enfin, du regard qu'on porte, nous, occidentaux, sur cette réalité-là, mais les Russes ne l'ont pas oublié. Bon, vous avez eu le putsch de 91, mais vous avez eu aussi des événements sanglants terribles à Moscou en 93. 93, lorsqu'il y a eu ce conflit entre le Parlement communiste et Boris Yeltsin qui voulait sauver la démocratie, entre guillemets, c'est comme ça que c'était présenté, qui a fait tirer les chars sur le Parlement. Vous vous souvenez peut-être de ces images du Parlement noirci par les flammes. Eh bien, il y a eu à ce moment-là des morts qui, à Moscou, se comptaient en nombre à 4 chiffres. Les chiffres officiels ont été minimisés, et ça, Poutine le sait parfaitement. Et c'était l'événement le plus sanglant à Moscou depuis la révolution de 1917. Donc, si vous voulez, cette démocratie qui s'est imposée par la force,
Et cette économie libérale qui a été imposée d'une manière très sauvage, il y avait des blagues parce que les Russes ont un solide sens de l'humour, heureusement, pour faire face à toutes ces difficultés. Il disait finalement Gaïdar a fait mieux que Lénine, Marx et Staline réunis. En 2 ans, il a découdé les Russes du capitalisme. Voilà. Et la démocratie a donné lieu à un jeu de mots un peu terrible qui marche en français comme en russe. La démocratie a été vue comme une merdocratie. C'est un mot qui s'employait très fréquemment pour désigner la démocratie à ce moment-là, vue par les Russes. Donc ces années 90 n'ont pas été du tout aussi glorieuses et aussi rutilantes pour les Russes qu'on a bien voulu le dire. Et Boris Yeltsin, qui était un homme malade, en réalité c'était un intermittent du pouvoir, surtout après 96, sa réélection qui était truquée, ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit ouvertement aujourd'hui, y compris naturellement dans les médias. Elle a été truquée pour empêcher les communistes de revenir, parce que les Russes vivaient, vous avez bien compris, tellement mal qu'ils étaient nostalgiques de cette période communiste où, au moins, ils avaient de quoi se vêtir, de quoi manger, et ça a été un moment très, 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 très dur pour eux. Donc vous voyez cet homme malade, très peu au Kremlin en réalité, qui le 31 décembre 1999 prend tout le monde par surprise. Même sa femme ne savait pas qu'il allait démissionner ce jour-là. C'était un secret vraiment très bien gardé entre un tout petit nombre de personnes. Poutine avait été préparé, puisque nommé Premier ministre en août 1999, il savait très bien que ça voulait dire que c'était lui l'héritier, que ce serait à lui de porter la Russie jusqu'à l'élection, avec évidemment prière de se faire élire pour assurer cette stabilité dont les Russes avaient tellement soif. Donc le 31 décembre 1999, Yeltsin, comme c'est la coutume dans d'autres pays, aussi présente ses vœux aux Russes en disant « je m'en vais ». Et cette allocution qui dure 11 minutes, je l'ai visionnée plusieurs fois pour le livre, il se passe quelque chose de très étonnant, il demande pardon. Il demande pardon à ses concitoyens de ne pas avoir su faire tout ce qu'il avait espéré pouvoir faire pendant ces 8-9 ans de pouvoir, en disant « des gens meilleurs que moi, plus jeunes arrivent, faites-leur confiance ». Donc la passation de pouvoir s'est faite de cette façon-là. Ce qui est très étonnant, vous avez une image furtive sur le site du Kremlin. Tout ça s'est fait entre 9h30 et midi, le 31 décembre. À midi précis, Poutine devient président. Vous avez une rencontre, après un tête-à-tête entre les deux présidents, Yeltsin et Poutine. Vous avez un troisième homme qui arrive, et qui est le patriarche. Alors le patriarche, pas l'actuel, mais le président Alexis, avait la taille de Yeltsin. Poutine fait ma taille à peu près. Et donc vous voyez ce Poutine, pas très grand, pris en tenaille, si je puis dire, entre ces deux hommes très costauds, Yeltsin d'un côté, le premier président post-communiste de la Russie, et le patriarche, bon, avec un lien que je ne veux pas commenter, mais qui est... il semblerait que la venue du patriarche, d'après ce que j'ai lu, ça je ne l'ai pas demandé au Kremlin, c'était vraiment une volonté de Poutine d'avoir le patriarche à ce moment-là, d'avoir cette réunion à trois. Mais il ne faut pas voir non plus Poutine-Yeltsin noir et blanc. Il y a vraiment eu un passage de relais, et par exemple le 31 décembre dernier, il y avait une grande réception au théâtre du Bolchoï à Moscou, qui est le grand théâtre de Moscou. Et bien vous aviez dans la même loge Poutine qui avait invité la veuve de Yeltsin. Donc les relations sont restées cordiales, j'en sais rien, mais elles existent toujours. Par ailleurs, Yeltsin, en dehors de ses problèmes de santé, avait des problèmes de corruption très importants qui commençaient à dépasser les murs du Kremlin. Sa fille était impliquée, sa fille Tatiana était très fortement impliquée dans des poursuites qui se faisaient à partir de la Suisse notamment. Et donc pour plein de raisons, il fallait qu'il quitte la scène. Et c'est intéressant de le noter, le premier acte de Poutine, ça a été de signer l'amnistie pour toute la famille Yeltsin. Bon, je l'explique dans le livre, là je n'insiste pas,
mais c'était une passation de pouvoir particulière. Dans l'esprit de Poutine, il fallait protéger non pas un homme, mais l'ancien président de la Russie, avec ce que ça veut dire de l'image de l'État. Donc voilà très rapidement ce panorama de l'histoire russe avant l'arrivée de Poutine au pouvoir. Je voudrais juste terminer ce petit panorama par 3 dates pour vous dire à quel point nous n'avons pas la même histoire russe et français, même si nous pouvons sentir une très grande proximité. Ces 3 dates, 1861, 1906, 1991. 1861, en France, nous sommes au milieu du Second Empire. En Russie, c'est l'abolition du servage. C'est-à-dire que des hommes, des femmes, des enfants, qui n'étaient que des âmes, vous avez lu plein de romans russes, j'en suis sûre, on vous parle de milliers d'âmes qui sont attachées à des milliers d'hectares de terre, eh bien, ces hommes et ces femmes deviennent des sujets. En 1906, nous sommes, nous, au milieu de la Troisième République, les Russes ont leur premier député, la première Douma, puisque c'est comme ça qu'on appelle le Parlement en Russie, c'est Stolypine, 1906 seulement. Et 1991, nous sommes, nous, au milieu du second mandat de François Mitterrand, c'est la première élection d'un président au suffrage universel pour la Fédération de Russie, pour la République encore soviétique de la Fédération de Russie. Jusqu'à la fin de décembre 91, où le RSS va se casser la figure. Donc, à travers ces 3 dates, vous voyez bien que la démocratie russe est extrêmement, extrêmement jeune. Et il faut toujours l'avoir à l'esprit lorsque on critique un peu facilement la tournure que prend la démocratie en Russie. Voilà, ça c'est une introduction un peu rapide, enfin un peu rapide, mais en mettant le point sur quelques éléments qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Alors les malentendus d'un regard occidental sur la Russie. Je vais commencer par la Tchétchénie parce que le premier geste de Poutine président, ça va être le 31 décembre 1999. Alors il n'ira pas à la réception prévue au Bolchoï ce soir-là, dans la loge présidentielle. Il ira incognito, parce que le déplacement était évidemment très dangereux, avec sa femme, parce que le 31 décembre, il faut savoir que c'est comme Noël chez nous, c'est-à-dire que c'est vraiment la fête familiale, et donc sa femme explique qu'elle n'avait jamais passé un 31 décembre sans son mari, donc elle l'a accompagné, et Poutine dit oui, elle n'aurait pas dû, mais enfin, elle ne pouvait pas me quitter. Le 31 décembre, ils montent dans un avion et ils partent vers la Tchétchénie, en pleine nuit, parce que pour Poutine, c'est important de se montrer auprès des soldats qui se battent dans cette deuxième guerre de Tchétchénie, non pas contre les Tchétchènes, non pas contre les musulmans, mais contre, et ça il l'a toujours dit, le terrorisme international qui, sous couvert de demander l'indépendance de la Tchétchénie, veut en réalité instaurer une république islamique aux portes de la Russie. Alors, derrière la question de la guerre de Tchétchénie, il y a cette question très importante de l'islam en Russie et de ce caractère multiethnique, multiconfessionnel du pays. Je vous rappelle, 10 000 km d'ouest en est, 11 fuseaux horaires et entre 160 et 190 ethnies au sein de la Fédération de Russie. Pour vous faire comprendre cette question très délicate et subtile, il faut que je fasse un petit détour par la langue russe. Même si vous n'êtes pas russophone, vous allez tout de suite comprendre. En français, comme en allemand, comme en anglais, comme en italien, nous n'avons qu'un seul mot pour des Russes. Les Russes ont 2 mots pour des Russes. Si je prends l'adjectif, vous avez «ruski» et «rassiski». Vous entendez bien que ce n'est pas la même chose. «Ruski», c'est russe au sens blanc orthodoxe du terme, pour faire vite, et «rassiski», c'est russe au sens fédération de Russie. Donc des Tchétchènes, des Ingouches, des Tatars, des Moscovites, des Pétersbourgeois et des Russes au sens ruski sont rassiski. Très important de comprendre cette composante multiethnique, multinationale, enfin multiethnique, multinationale à certains égards et multiconfessionnelle. La Russie, c'est un ensemble de, c'est pas des départements, c'est pas des régions, c'est 85 sujets. On appelle comme ça les différentes entités administratives géographiques. Parmi ces sujets, vous avez 22 républiques qui ont donc leur drapeau. Et parmi ces républiques, vous avez par exemple le Tatarstan, qui est une république
qui a pour cathédrale Kazan. Kazan, c'est une magnifique cathédrale et c'est une magnifique mosquée tout près. Et il se trouve que Kazan, bord de la Volga, vous pensez peut-être Volga, croisière sur la Volga, eh bien, c'est l'une des républiques musulmanes de Russie. Je reboucle avec la Tchétchénie. En Russie, vous avez 15% de la population qui est de confession musulmane. Sur 147 millions d'habitants, ça fait 25 millions. Je précise, je fais juste une petite parenthèse pour le livre. Je n'ai pas demandé d'audience au personnage principal de mon livre. Je ne sais pas s'il m'aurait reçu, mais enfin, il me connaît. En revanche, quand j'ai travaillé en source ouverte, évidemment, quand je suis tombée sur certaines données concernant l'islam en Russie, j'ai voulu être sûre que je ne faisais pas d'erreur d'interprétation sur ce que j'étais en train de découvrir. Et donc j'ai demandé à rencontrer quelqu'un de son entourage immédiat. J'ai demandé à voir Dmitri Peskov, qui est son porte-parole. Vous savez, c'est le grand blond à la moustache blonde que vous voyez toujours dans l'entourage de Poutine lorsqu'il est quelque part, aussi bien en Russie qu'en France. Et une partie de notre entretien a porté sur ces questions d'islam. Donc vous trouverez des sources différentes sur le nombre de musulmans en Russie, mais enfin pour le Kremlin, en tous les cas, 25 millions, 15% de la population. Et tout le sujet de Poutine, c'est de protéger ces Russes, au sens raciste du terme, de confession musulmane, de l'influence de l'islamisme, de l'islam radical, de l'islam politique. Ça, c'est une donnée fondamentale pour comprendre à la fois sa politique intérieure et sa politique extérieure jusqu'à l'intervention en Syrie. Et à ce qu'il fait dans cette région du monde où il semble détenir maintenant quand même un certain nombre de clés. Il faut savoir que les frères musulmans, qui sont très présents en Europe, très présents en France, sont une organisation considérée comme terroriste en Russie et interdite depuis 2003. Donc si vous voulez, l'islam comme confession est non seulement toléré, mais même encouragé, mais tout ce qui ressemble de près ou de loin de l'islam politique est combattu. Et c'est le sens de l'engagement en Tchétchénie. Ce qui est très intéressant, en faisant mes recherches dans le cadre de ce livre, je suis tombée sur une tribune qui est très peu connue, même, je dois dire, de certains grands diplomates russes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Une tribune de Poutine, Premier ministre, de novembre 1999. J'en traduis les principaux extraits dans le livre. Une tribune parue dans le New York Times, donc en anglais, pour s'adresser à l'opinion publique américaine. Novembre 1999, donc il n'est pas encore président, mais on est déjà dans cette deuxième guerre de Tchétchénie qui a débuté en septembre-octobre. Il faut vous souvenir, ou si vous ne vous en souvenez pas, je vous le dis, il y a eu des attentats terribles à Moscou et dans des régions russes en août-septembre 1999 attribuées à des terroristes tchétchènes, même s'il reste certains doutes sur les auteurs réels de ces attentats, mais qui ont fait autour de 700 morts, si je me souviens bien, et 1500 blessés, des populations civiles. Vous avez notamment des immeubles qui se sont écroulés en pleine nuit à Moscou. Donc des actions extrêmement traumatisantes pour la population. Et donc en novembre 1999, cette tribune que Poutine, par le biais de laquelle Poutine s'adresse non pas aux autorités américaines, mais à l'opinion publique américaine, il veut expliquer le sens de l'engagement en Tchétchénie. Et cette tribune s'intitule « Why we must act », c'est-à-dire « Pourquoi nous devons agir ». C'est très intéressant, vous la trouvez sur Internet. Moi, j'en ai traduit les extraits principaux qui m'intéressaient pour le livre. C'est extrêmement intéressant de la lire aujourd'hui, avec ce que nous savons de Daesh, de ce qui s'est développé sous le vocable de terrorisme islamiste, parce que dans ce livre, dans cette tribune, pardon, explicitement, il parle de république islamique. Et ce qui est très intéressant, parce que j'ai essayé de voir Poutine à 360 degrés, mais avec un regard russe, et donc d'aller voir ce que ses opposants principaux lui reprochent, très intéressant de voir qu'un homme comme Mikhail Khodorkovsky, retenez son nom, c'était l'ancien président de Yukos. Vous vous souvenez peut-être de cette affaire qui a pu traumatiser qui a traumatisé certaines personnes et en Russie et à l'extérieur de la Russie.
de l'emprisonnement de Khodorkovsky, qui était un oligarque, qui avait très bien réussi professionnellement parlant. C'était un des hommes les plus riches de Russie. Il était à la tête d'un conglomérat pétrolier et il avait des velléités d'entrer en politique. Bon, c'était très facile dans ces années-là de reprocher des délicatesses avec les impôts, des malversations, parce que l'état du droit était fluctuant. Et donc, bref, prison de camp en Sibérie. C'est un opposant, il est sorti un peu avant terme, il a été sorti un peu avant terme, avant les JO de Sochi. Il est sorti en décembre 2013. Depuis, c'est un opposant notoire à Poutine, depuis la Suisse et l'Angleterre. Mais ce qui est très intéressant, moi je regarde ses interviews, il est très actif sur la scène russe. Lorsqu'il évoque la guerre de Tchétchénie et ce qu'a fait Poutine dans les années 99-2000, il dit « il a été extrêmement courageux et à sa place j'aurais fait la même chose ». Parce que si on n'arrêtait pas ce terrorisme international sous couvert d'islamisme ou d'islam, c'était un embrasement de toute la région et c'était des dizaines de millions de morts à moyen terme. C'est ce que dit Khodorkovsky, principal opposant à Poutine aujourd'hui en dehors de la Russie. Donc il faut bien comprendre ce problème très délicat pour les autorités russes aujourd'hui d'avoir potentiellement une population qui peut être séduite par les thèses d'un islam radical. Et dans les rangs de Daesh, vous avez autour de 5000 ressortissants russes qui ont rejoint les rangs de Daesh, un des plus gros contingents étrangers. Et ce caractère multiethnique, Poutine, c'est vraiment le fil rouge de son action, fait tout pour le maintenir. Un exemple précis, en avril 2011, il est Premier ministre, et comme chaque année, il rend des comptes de son action de Premier ministre devant les députés de la Douma. Quand il a fini son exposé, il y a des questions de certains députés, et un député communiste lui dit « Mais au fond, est-ce qu'on ne devrait pas changer le préambule de la Constitution ?» Le préambule de la Constitution russe dit aujourd'hui, Constitution qui date de 1993, « Nous, peuple pluriethnique de Russie ». Et ce député dit « Est-ce qu'on ne devrait pas dire nous, peuple russe, au sens ruski, blanc orthodoxe du terme, et tous les autres peuples qui se sont agglomérés à nous ?» Très intéressant, j'ai visionné la séquence plusieurs fois. Poutine, sans réfléchir, et ça veut dire qu'il y a réfléchi beaucoup avant, dit surtout pas. Parce que comprenez-vous ce que nous ferions si nous faisions cela? Nous créerions alors des citoyens de première et de seconde zone. Et ça, nous n'avons pas le droit de le faire, parce que notre force, c'est précisément ce caractère multiethnique. Et une anecdote pour vous dire à quel point ce caractère multiculturel, mais au meilleur sens du terme, si je puis dire, est encouragé. Il y avait cet été une compétition intéressante internationale qui avait lieu à Kazan, précisément. C'est Kazan qui l'accueillait cette année. Si certains d'entre vous travaillent dans l'enseignement professionnel notamment, en France on appelle ça Olympiade des métiers. Ça s'appelle World Skills. C'est une compétition qui a lieu tous les 4 ans, qui rassemble les jeunes talents du monde entier. Donc c'est les disciplines de l'enseignement professionnel, hein, jusqu'à 23 ans je crois. Eh bien, cette année, donc, elle avait lieu à Kazan. Et si on allait sur le site de World Skills 2019 Kazan, vous aviez un site qui était trilingue. Il était évidemment en russe, il était bien sûr en anglais, mais il était aussi en tatar. Et le tatar, bon, s'écrit avec des lettres cyrilliques, mais moi qui lis le russe, je vous assure que je ne comprenais pas un mot de ce qui était écrit sur le site tatar. Et donc ça veut dire que, en termes de vitrine, cette langue a droit de citer à égale dignité, si je puis dire, avec le russe et l'anglais. Sachant que la langue de l'État russe, bien entendu, c'est le russe et rien d'autre. Et pas plus tard que le 7 novembre, c'était hier, il y avait une réunion très intéressante au Kremlin autour de la langue russe. Et cette question, enfin, quand je vous dis, je n'y étais pas naturellement, mais pour mes travaux, je suis très souvent sur le site du Kremlin, il y a une version anglaise où vous pouvez trouver, sans connaître le russe, énormément d'informations, et toutes les grandes réunions sont retransmises et donc traduites. Et vous aviez des spécialistes de la langue russe qui ont débattu pendant 2 heures sur le statut du russe et le statut des langues régionales.
régional, sachant que certaines régions peuvent compter des millions de locuteurs. Il y avait notamment un spécialiste de l'Académie des sciences qui donnait en exemple le Pays basque espagnol en disant, dans le Pays basque espagnol, vous avez 4 chaînes de télévision qui émettent en continu en langue basque. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil dans certaines langues importantes de nos régions? Donc voilà, c'est une réflexion en cours de route chez les Russes, mais c'est très important ce caractère multi-ethnique, multi-confessionnel. Sachant que la religion dominante numériquement, évidemment l'orthodoxie, et que Poutine, de différentes manières, revendique cette identité orthodoxe pour lui, à titre personnel. Bon, vous savez sans doute qu'il a une petite croix, alors je raconte dans le livre l'histoire de cette croix qu'il porte maintenant régulièrement depuis un incendie qu'il a eu dans sa datcha avant d'être, en 96, avant d'être président. Tout avait brûlé sauf cette petite croix. Et quand, voilà, depuis il la porte toujours. Il a été baptisé, alors en grand secret de son père, qui était communiste, par sa mère lorsqu'il avait 2 mois. En décembre, il est né en octobre. Je ferme la parenthèse. Et c'est vrai que quand il va dans des églises, y compris dans des cérémonies officielles, il fait le signe de croix. Il ne se pose pas la question de savoir si la Russie est évidemment un État laïque, ça, il le dit, il le répète, mais les gestes de l'homme orthodoxe, il les fait y compris dans des situations où il est en représentation. Voilà pour la Tchétchénie, l'islam et ce caractère multiethnique. Le deuxième gros malentendu, c'est évidemment les relations avec l'Occident. Alors depuis 2014, elles sont fraîches, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles sont fraîches depuis cette affaire de l'Ukraine et plus spécifiquement de la Crimée. Alors, il faut d'abord que vous compreniez, malgré l'immensité du territoire, que les Russes se sentent profondément européens. Ils se sentent profondément européens depuis, Königsberg, Kaliningrad, c'est assez récent, mais depuis l'ouest du territoire jusqu'au fin fond de la Sibérie. Et même de la Tchétchénie, c'est très intéressant de voir que, au mois de septembre, la plus grande mosquée du territoire a été inaugurée en Tchétchénie, pas à Grozny, mais dans une ville à côté de Grozny. Et Poutine, en recevant Kadyrov, qui est le président de Tchétchénie, au Kremlin, le félicitait avec l'inauguration de la plus grande mosquée d'Europe, a-t-il dit. C'est-à-dire que la Tchétchénie, dans l'esprit de Poutine, est en Europe. Alors évidemment, la Russie est sur 2 continents, l'Europe et l'Asie. Et d'ailleurs, les 2 tiers du territoire sont plutôt du côté asiatique. Mais culturellement, les Russes sont profondément européens. Poutine a écrit, si je puis dire, un seul ouvrage jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis écrit, c'est pas tout à fait exact. Il a répondu à 3 journalistes dans un livre que vous pouvez trouver en français aujourd'hui, qui s'appelle la première personne, je crois, la traduction en français. Et dans c'est un livre de promotion, si je puis dire, qui avait été commandé par ceux qui avaient intérêt à ce qu'il gagne les élections de mars 2000, parce qu'en décembre 99 et les premiers mois de 2000, personne ne connaît Poutine. C'est un obscur Premier ministre. La personne qu'on connaît, c'est Yeltsin. Donc, il fallait faire connaître Poutine. Les communicants du Kremlin ont trouvé comme moyen de voir ce livre d'entretien, et vous avez tout un chapitre qui s'intitule « Nous sommes européens ». Il le dit textuellement, qu'on habite en Tchétchénie, au fin fond à Vladivostok, au fin fond de la Sibérie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, nous sommes européens, notre culture est européenne. Moi, il se trouve que j'ai eu le bonheur de travailler à Saint-Pétersbourg, de vivre à Saint-Pétersbourg. Vous savez peut-être, pour ceux d'entre vous qui connaissez la ville, d'abord qu'elle n'a été construite que par des architectes européens. Il n'y avait que des marais à l'époque de Pierre le Grand. Pierre le Grand, qui est venu incognito aux Pays-Bas, qui est venu plus ou moins incognito en France et dans d'autres pays d'Europe, est venu espionner en réalité. Il est venu voir comment on construit des bateaux en Hollande, parce qu'il avait besoin de doter la Russie d'une vraie marine.
comment fonctionne l'académie. Il a fondé l'académie Institut en France, il a fondé une académie en Russie. Il est venu s'inspirer des meilleures pratiques chez nous. Il a invité les meilleurs architectes. Les hommes qui ont construit Saint-Pétersbourg, ce sont des Allemands, des Anglais, des Français. C'est pas tout à fait anodin si longtemps le plus grand hôtel de Saint-Pétersbourg s'appelait l'hôtel Europe, parce qu'en Russie, à Saint-Pétersbourg, les Européens sont chez eux. Il se trouve que quand je dirigeais l'Institut français, à un moment, j'ai dû faire déménager l'Institut. Bon, on était à 300 mètres de l'Ermitage, on était pas mal, mais les Russes avaient besoin de récupérer cet espace. Et donc, j'ai cherché une belle adresse pour l'Institut français, et j'ai trouvé un très bel immeuble sur la perspective Nevski, qui est l'équivalent des Champs-Élysées pétersbourgeois. Eh bien, j'ai installé l'Institut au 12 de la perspective Nevski, et en recherchant dans les archives russes pour savoir quelle avait été l'histoire de cette adresse, eh bien, figurez-vous, et j'ai vraiment pas fait exprès, que c'est l'adresse natale de Sacha Guitry. Et alors, pourquoi Sacha Guitry, qui n'avait pas une goutte de sang russe? Son prénom, Sacha, est un clin d'œil très amical de la part de ses parents au tsar Alexandre III. Sacha Guitry est né en 1885 à Saint-Pétersbourg. Son père, Lucien Guitry, était également quand je dis également, c'était le modèle de son fils, était un acteur français connu. Et sa femme, la mère de Sacha Guitry, était également actrice. Et Lucien Guitry, à l'époque, dirigeait une troupe française permanente dans un théâtre de Saint-Pétersbourg, à quelques mètres de l'Ermitage. Et il était à ce point introduit auprès de la cour qu'il a demandé au tsar d'être le parrain de son fils. Le tsar a accepté. D'où ce prénom, Sacha, parce que Sacha, c'est le diminutif en russe d'Alexandre. Donc Sacha Guitry n'a pour parrain, s'il vous plaît, personne d'autre que le tsar de Russie. Ceci pour vous dire que vous aviez une troupe permanente française qui jouait à Saint-Pétersbourg. Vous aviez également une troupe permanente allemande qui jouait à Saint-Pétersbourg. Je me suis intéressée je voulais voir à quoi ressemblait ce coin de Saint-Pétersbourg du vivant de Sacha Guitry. La plupart des devantures à cet endroit-là étaient en français. Les Russes cultivés parlaient tous français. Et un film ou un livre que vous connaissez tous, qui est Guerre et paix de Tolstoï, Guerre et paix, nous sommes bien dans la guerre contre Napoléon, eh bien, la plupart des conversations des aristocrates russes entre eux, si vous lisez le texte d'origine, sont en français. Ils se parlent français entre eux. C'est moins sensible, évidemment, quand on le lit en traduction. Donc, si vous voulez, les Russes, au 19e, mais bien au-delà, étaient imprégnés de la culture française, de la culture européenne, et en particulier de la culture française. Les Français, nous avons vraiment une carte particulière à jouer auprès des Russes encore aujourd'hui. Au moment de la perestroïka, donc Gorbatchev, juste à la fin de l'URSS, vous aviez, quand les Russes de nouveau ont commencé à voyager, vous avez un terme qui est arrivé dans la langue russe qui est très intéressant, qui est Yevra-Remont. Remont, c'est la réhabilitation des intérieurs, la restauration des intérieurs d'habitation. Yevra-Remont, ça veut dire refaire un intérieur à l'européenne. Et quand vous voyez sur une annonce immobilière encore aujourd'hui, Yevra-Remont, ça veut dire que vous pouvez y aller, ça a été très bien fait avec du matériel européen, bon, allemand souvent, français parfois, italien, et ça les sortait de leurs appartements très soviétiques et d'une réalité difficile pour les Russes, mais qui existe encore aujourd'hui. Ce sont ces appartements communautaires que plusieurs familles partageaient entre elles. Donc, si vous voulez, l'attrait pour l'Europe, il est très présent. Et en 92-13, vous aviez un très joli film qui est sorti en Russie, qui s'appelait « Okno v Paris », fenêtre vers Paris. C'était évidemment un film à moitié fantastique où en ouvrant une fenêtre d'un appartement communautaire russe, on tombait sur la Tour Eiffel. Donc, si vous voulez, cet attrait de la France, il traverse le temps, il traverse les modes d'expression. Puis vous aviez une blague très sympathique qui circulait dans ces années-là. Deux Russes se rencontrent et disent « Ah, j'ai de nouveau envie d'aller à Paris ». L'autre lui dit « Quelle chance, tu es déjà allé à Paris ?» Il dit « Non, mais j'ai déjà eu envie. » Voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point les Russes se sentent européens. Alors vous comprenez bien, avec ce que je vous ai dit aussi de la Deuxième Guerre mondiale et de ce poids du sacrifice humain russe
au service de la victoire alliée, qu'ils ont été très malheureux de ce qui s'est passé au courant des années 2000, avec l'élargissement à l'Est de l'OTAN. La manière dont le Poutine, et au-delà de Poutine, les Russes, analysent les relations Russie-Occident, c'est « nous vous avons fait confiance, vous avez pris cette confiance pour de la faiblesse et vous en avez abusé. Nous vous avons fait confiance, c'est-à-dire nous avons, et c'est le jour d'en parler, donné notre accord pour que le mur de Berlin s'écroule, pour que l'Allemagne donc soit réunifiée. Vous nous aviez promis que l'OTAN n'irait pas au-delà des frontières d'une Allemagne réunifiée. Le pacte de Varsovie, qui était le pendant de l'OTAN, a été dissous quelques mois après. L'OTAN, non seulement n'a pas été dissous, mais c'est pas par l'effet de la tectonique des plaques que la Russie s'est rapprochée de l'OTAN. C'est bien l'OTAN qui a étendu ses frontières jusqu'à la Russie. Et les Russes ont vraiment pris cet élargissement de l'OTAN comme une terrible trahison. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'affaire de l'Ukraine, qui plombe vraiment les relations entre la Russie et l'Ouest, au sens large, depuis 2014, pour comprendre la manière dont les Russes ont vécu l'épisode ukrainien, je voudrais vous lire trois lignes, d'un ouvrage que tous les Russes qui font de la géopolitique connaissent très bien. Alors moi, je l'ai lu en français, mais l'original, évidemment, est en anglais. C'est Le Grand Échiquier de Brzezinski. Alors, Brzezinski, en 2 mots, c'est un homme d'origine polonaise, américain, conseiller de Jimmy Carter à la Maison-Blanche, et puis un expert en géopolitique extrêmement écouté. Il est mort, je crois, en 2017 ou 2018, très récemment, âgé, mais jusqu'à la fin de sa vie, il était très écouté. En 1997, il publie cet ouvrage. 1997, vous vous souvenez, c'est les années 90, terribles pour les Russes. Surtout le deuxième mandat de Boris Yeltsin, entre 1996 et 1999, il y avait plus grand monde aux commandes, sinon les oligarques et beaucoup d'intérêts américains. La Russie était criblée de dettes et c'est le FMI en réalité qui maintenait les crédits du FMI qui maintenaient la Russie à bout de bras. En 1997, il écrit cet ouvrage. Ce qu'il appelle le Grand Échiquier, c'est le continent eurasiatique. Et il dit très simplement, la puissance qui dominera le continent eurasiatique dominera le monde. Pour plein de bonnes raisons qu'il explique, quand je dis plein de bonnes raisons, je mets ça entre guillemets, il dit qu'il faut que ce soit les États-Unis, l'Amérique. Parce que c'est les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, enfin tout ce que vous voulez. Et pour ce faire, il faut qu'une puissance qui a des intérêts sur ce continent soit confinée au rang de puissance régionale, c'est la Russie. Donc c'est toute la politique de containment, de contingentement, je pense on dit en français, de la Russie. Et très intéressant, je vous redis, c'est un ouvrage de 1997. Dans cette politique de containment, un rôle particulier revient à l'Ukraine. Il dit qu'il faut pour cela détacher de la Russie tout un certain nombre de pays sur lesquels la Russie exerce une influence. Alors c'est toutes les républiques en stan, c'est les Balkans d'Asie centrale, hein, sur le flanc sud. Là vous n'avez que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan qui apparaissent sur la carte. Il faut évidemment détacher de la Russie les pays baltes. Et écoutez bien ce que Brzezinski dit en 1997 de l'Ukraine. Dit l'Ukraine constitue cependant l'enjeu essentiel. Le processus d'expansion de l'Union européenne et de l'OTAN est en cours. À terme, l'Ukraine devra déterminer si elle souhaite rejoindre l'une ou l'autre de ces organisations pour renforcer son indépendance, etc. Bien que l'échéance soit encore lointaine, l'Ouest pourrait dès à présent annoncer que la décennie 2005-2015 devrait permettre d'impulser ce processus, etc. C'est écrit noir sur blanc dans ce livre-là, je n'invente rien. 2004, vous avez la révolution orange à Kiev. 2013-2014, vous avez Maïdan. Donc vous comprenez bien que, à l'aune de cette analyse géopolitique vue par les Américains, les Russes ont vu dans la politique américaine en Ukraine, eh bien, un suivi presque mot à mot, enfin date pour date, de ce que préconisait Brzezinski. Alors quand il y a eu ces événements à Maïdan,
le président ukrainien de l'époque, Yanukovych, qui était pro-russe, qui était archi corrompu et qui n'était pas populaire, c'est vrai que les Ukrainiens en avaient assez. Donc ils sont descendus dans la rue contre Yanukovych. Mais ils ne sont pas forcément descendus dans la rue pour adhérer à l'Union européenne, pour adhérer à l'OTAN. Avec toutes les suites que cela veut dire. Et l'Ukraine, il faut savoir que l'Ukraine est traversée par un fleuve du nord au sud, le Dniepr, qui dessine aussi une partition linguistique et confessionnelle même entre les orthodoxes et les catholiques, et linguistique entre ceux qui parlent ukrainien et ceux qui parlent russe. On parle plutôt russe à l'est et plutôt ukrainien à l'ouest. Et donc, quand ces événements ont eu lieu, ce que Poutine ne pouvait pas imaginer, c'est que la Crimée, avec le port de Sébastopol, qui est le port russe, et à l'époque il était sous concession donné aux Russes, qu'il y ait un jour des Marines américains qui stationnent à Sébastopol. Donc il n'avait pas d'autre choix, entre guillemets, que d'organiser ce référendum, qui a eu, je crois, 98% de participation, plus de 80% de oui pour le rattachement à la Russie, et ça s'est fait très rapidement. Le référendum était le 16 mars, le rattachement ou l'annexion, comme vous voudrez, s'est fait le 18 mars 2014. Avec deux sujets nouveaux qui ont rejoint la Fédération de Russie, à savoir la République de Crimée, c'est la 22e République de cette Fédération de Russie, et la ville de Sébastopol, qui est ville autonome, qui a le même statut aujourd'hui que Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est dire l'importance symbolique que Poutine a voulu accorder à Sébastopol. Alors, il faut comprendre l'affaire de la Crimée, parce que c'est ça le nœud, en réalité, de beaucoup de tensions diplomatiques entre l'Occident et la Russie. Le G8 qui devait avoir lieu à Sotchi a été annulé, s'est tenu à Bruxelles. La Russie a été sortie du G8, qui est aujourd'hui un G7. Il y a eu les sanctions américaines, puis les sanctions européennes économiques contre la Russie, etc. Beaucoup d'actes de répression de la part des Occidentaux contre la Russie, et des contre-sanctions de la part des Russes qui ont fait un embargo sur un certain nombre d'importations, ce qui fait aussi que les Russes ont pu développer à l'intérieur, c'est-à-dire en produisant à l'intérieur ce qu'ils ne pouvaient plus importer. Et ça a été notamment bénéfique pour le secteur agroalimentaire russe. Pour la Crimée, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Crimée, les Russes ont un attachement affectif extrêmement fort à ce petit bout de terre qui a été conquis par Catherine II en 1783 aux Turcs. Donc la Crimée est russe depuis 1783. Même pour ceux qui ne connaissent pas la Russie, vous imaginez ce qu'est le climat russe. La Crimée, c'est la Côte d'Azur et la Corse réunies. C'est-à-dire c'est le petit bout de territoire russe où il fait toujours beau. Et donc, à l'époque des Tsars, à l'époque des Romanov, tout au long du XIXe siècle, la Crimée s'est couverte de palais impériaux, de palais des grandes familles. Une grande partie de la vie culturelle russe s'est passée en Crimée. Un homme, comme vous connaissez tous Tchekhov a écrit des pièces de théâtre et des nouvelles merveilleuses qui se passent en Crimée. Tolstoï, qui n'avait pas de lien avec la Crimée, a demandé à être enterré en Crimée. Le siècle d'argent, qui était un moment particulièrement riche de la littérature russe, ça se passait en Crimée. Et puis à l'époque soviétique, toutes les vacances des moscovites, des pétersbourgeois et de tous les autres se passaient en Crimée, alors dans des sanatoriums, parce que c'était le mode de vacances à l'époque soviétique. Vous avez un camp particulier que tous les jeunes Russes rêvaient de séjourner dans ce camp. Ce camp, c'est Artek. C'est un camp, quand je dis un camp, c'est un peu un campus à l'américaine, il faut voir ça comme ça, si je puis dire, qui accueillait les meilleurs écoliers de Russie qui venaient, l'équivalent des mentions très bien, si vous voulez, étaient récompensés par un séjour dans cet endroit merveilleux où ils étaient évidemment invités gratuitement. Et une des premières choses que Poutine va faire lorsque la Crimée va redevenir russe, c'est aller restaurer Artek, qui est en train de devenir vraiment un camp très, très florissant et très internationalisé d'ailleurs. Donc si vous voulez, il y avait cet attachement extrêmement, extrêmement fort. Et puis ce qui n'avait rien de sentimental, c'est encore une fois le port de Sébastopol, c'est le port de la marine militaire russe en mer Noire. Et donc en faisant cet acte
disons cela comme ça. Et donc, en conservant un port en mer Noire pour la marine russe, dans l'esprit des Russes, Poutine a fait la même chose que Pierre le Grand en créant Saint-Pétersbourg. Parce que l'idée de Saint-Pétersbourg, c'était de créer un port libre de glace pour pouvoir commercer, donc désenclaver la Russie. Et sur un plan juridique, parce que c'est là évidemment que c'est contesté au plan international, il faut savoir que la Crimée est devenue ukrainienne sur un coup de crayon de Khrouchtchev dans les années 50, un décret de 8 lignes qui n'a pas été fait dans les règles. C'est un peu compliqué de vous expliquer pourquoi, mais c'était un coup de crayon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un homme qui a été le mentor en politique de Poutine, qui n'est plus de ce monde, qui est un des pères de la Constitution de 1993, un très grand juriste russe, qui a été le premier maire élu de Saint-Pétersbourg, un certain Anatoly Sobchak. Le père de Ksenia Sobchak était la seule femme candidate aux élections présidentielles russes de 2018. Anatoly Sobchak était une personnalité très respectée en Russie, très libérale, très européenne, très démocratique. Disait, ça c'est une interview qu'on trouve à la télévision et je l'ai visionnée plusieurs fois là aussi, disait les frontières des républiques qui composaient l'URSS, les seules frontières intangibles, c'est celles qu'elles avaient avant 1922. Décembre 22, c'est l'acte de constitution de l'URSS. Donc toutes les frontières de 22, ce sont les vraies frontières sur lesquelles il y a un fondement juridique sérieux. Tout ce qui s'est passé entre 22 et 91, c'était au sein de l'URSS, à une époque où personne n'imaginait qu'un jour l'URSS pourrait éclater. Et tout ce qui s'est passé entre 22 et 91, c'est sujet à discussion. Khrouchtchev, c'est les années 50. Excusez-moi, la date exacte m'échappe, mais dans 54 ou 56, je me suis... 54, oui, 54, je crois. Donc, c'est très intéressant de voir cet avis d'un grand juriste russe qui, évidemment, n'est plus là pour commenter le sujet. Donc, vous voyez aujourd'hui un climat qui semble un peu changer côté français, notamment avec des déclarations très intéressantes, des prises de position très intéressantes de notre président, qui s'est exprimé sur l'OTAN pas plus tard qu'il y a 2 jours encore en disant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Bon, il joue sans doute une autre carte qui est l'idée d'avoir une défense européenne, mais c'est très intéressant d'observer qu'il y a depuis quelques mois tout de même un rapprochement troublant avec la Russie. Mais retenez que les sanctions et cet éloignement relatif entre Russes et Européens préoccupent beaucoup les autorités russes. Elles n'ont pas eu les effets bénéfiques espérés de la part de ceux qui ont introduit ces sanctions pour assécher l'économie russe, puisque les Russes, encore une fois, en faisant ces contre-sanctions, ont pu développer chez eux ce qu'ils importaient autrefois. Et notamment dans le secteur agroalimentaire, ils sont non seulement autosuffisants aujourd'hui, mais ils exportent à l'étranger leur production, et ils sont en train de nous damer le pion, notamment en Afrique du Nord, pour ce qui est des exportations céréalières, entre autres. Je ferme donc cette partie-là. Le dernier point, ça va être Poutine espion. Alors Poutine espion, Poutine KGB. Bon, il est passé par le KGB, ça c'est tout à fait indéniable. Entre 1975 et 2000, il a été un agent du KGB. Mais pour vous expliquer ce que veut dire ce passage par le KGB, je voudrais d'abord vous dire ce que c'est que le KGB, ce que veut dire le terme même de KGB. KGB, c'est KGB en russe. Aujourd'hui, ça s'appelle le FSB, mais c'est la même chose. C'est Комитет государственной безопасности, le comité pour la sécurité de l'État. Je vais m'arrêter un instant sur ce mot de безопасность, sécurité. C'est très intéressant de voir que les Russes désignent le concept même de sécurité, безопасность, comme en réalité absence de danger. S'il y a des germanistes parmi vous, il y a une différence entre Sicherheit et Gefahrlosigkeit. Nous, en français, je ne peux pas vous traduire cette nuance-là parce qu'on n'a pas d'autre mot pour dire sécurité. C'est-à-dire que c'est un terme positif. Les Russes disent absence de danger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très profondément dans leur mentalité, le danger est premier.
et qui se doivent d'être sur leur garde, en quelque sorte, parce que sinon, ils sont envahis. Et quand vous regardez l'histoire russe et la géographie russe, c'est difficile de ne pas leur donner raison. Géographie, vous n'avez pas de frontières naturelles qui arrêteraient un envahisseur potentiel. L'histoire, vous avez les Mongols qui ont ce qu'on appelle le joug mongol. C'était une période qui a duré 2-3 siècles, qui a installé pour partie l'islam en Russie d'ailleurs. Et vous avez Napoléon qui est venu sans être invité assez loin dans le territoire russe. Et vous avez ensuite le terrible souvenir de l'occupation nazie. Donc si vous voulez, les Russes, la sécurité se dit absence de danger. Et pour aller dans ce sens, vous avez un autre mot, par exemple tout à fait anodin, pour dire se détendre. Eh bien les Russes disent s'affaiblir. Quand vous vous détendez, vous êtes faible, et donc vulnérable. Et pour terminer de vous faire peur avec la menace russe, quand on parle de la menace russe, il suffit de regarder le budget militaire américain, le budget militaire russe. Si vous rapportez l'un à l'autre, c'est un rapport de 1 à 10. Je vous laisse deviner en faveur de qui. Quand les derniers chiffres que j'avais regardés dans mon livre, c'était 600 milliards d'un côté, 60 milliards de l'autre. 600 milliards côté américain, évidemment. L'année suivante, donc en 2018, c'était plus de 700 milliards côté américain, 49 milliards côté russe. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et il y a un défi très important pour la Russie de Poutine aujourd'hui, c'est sa démographie. Parce que vous comprenez que pour habiter un territoire qui fait cette taille-là, 147 millions d'habitants, c'est pas suffisant. Et Poutine l'a dit à plusieurs reprises, j'ai noté dans le livre plusieurs passages où il le dit comme Premier ministre, il le dit comme président, chaque Russe compte. Et il y a une politique démographique extrêmement dynamique en Russie depuis 2007-2008. Les Russes ne peuvent pas se permettre, combien même ils auraient l'idée d'être très menaçants, ils ne peuvent pas se permettre des pertes humaines. C'est aussi simple que ça. Et donc ce passage de Poutine par le KGB, je suis tombée sur une interview extrêmement intéressante, et ça je dois dire que c'était une découverte pour moi, parce que je ne savais pas à quel point ces deux hommes ont pu être proches. C'est Solzhenitsyn et Poutine, Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn est mort en 2008. Vous connaissez tous les combats de ce grand homme, prix Nobel de littérature, pour la liberté. Il l'a payé très cher par l'exil, par ses années de goulag. En 2007, il donne sa dernière grande interview, mais ça sera un journal allemand, ça sera au Spiegel. Et donc moi je l'ai lu en allemand et j'en ai traduit quelques extraits dans le livre. Il donne une appréciation très positive sur l'action de Poutine. Alors, je ne lui fais pas dire ce qu'il n'a pas dit, il est mort en 2008, son interview date de 2007, donc je ne prononce pas sur la suite, mais il se trouve que le hasard a fait, enfin pas tout à fait le hasard, mais j'ai pu passer quelques temps au mois d'octobre 2018 avec Madame Solzhenitsyn, donc la veuve de Solzhenitsyn. J'ai été invitée dans un think tank russe à Sotchi, et Poutine et Lavrov d'ailleurs étaient là le dernier jour, et j'ai pu voir de mes yeux le respect immense que Poutine a pour Madame Solzhenitsyn. Il y avait plusieurs anciens chefs d'État au premier rang, et quand Poutine est arrivé dans la salle, tout ça est retransmis, vous pouvez regarder ça sur le site de Kremlin, tout ça est public. Lorsqu'il est arrivé sur l'estrade, la seule personne qui l'a salué, il s'est détourné pour la saluer, pour lui serrer la main, ou l'embrasser même, si je me souviens bien, c'était Madame Solzhenitsyn. C'était pas Hamid Karzai, ni Jean-Pierre Raffarin qui étaient pas loin. Donc, cette petite anecdote pour vous dire que il y avait un immense respect de Poutine pour Solzhenitsyn, et Solzhenitsyn dit de Poutine, mais enfin, qu'est-ce que vous lui reprochez son passage par le KGB? Le KGB, c'est le service dans lequel travaillait Poutine. Il n'était pas gardien de goulag, il n'était pas commissaire politique, il était dans le renseignement extérieur. Il dit, dans n'importe quel pays, on est fier de gens qui, au péril de leur vie dans certains cas, servent leur pays dans des conditions difficiles. Et c'est pas les plus mauvais qui vont dans ces services-là. Alors Poutine, lui, c'est un homme qui a beaucoup d'humour. C'est pas quelque chose qui transparaît toujours dans les médias occidentaux lorsque on regarde des reportages sur lui, mais bon, moi j'ai eu l'occasion d'assister à certaines blagues en direct, et puis d'autres qu'on voit très bien à travers les médias russes, ou à travers simplement
le site du Kremlin, encore une fois, qui retransmet simplement des images. Il se trouve que la première rencontre entre Poutine et des journalistes américains, ça date de juin 2000 ou 2001, excusez-moi, maintenant je ne me souviens plus, mais c'est précis dans le livre. C'est une rencontre importante, longue, et à la fin de l'entretien, un journaliste ose la question en disant « Mais vous comprenez que votre passage par le KGB nous fait un peu peur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez appris au KGB ?» Alors Poutine commence par dire « Et que faisait le 47e président des États-Unis avant d'être président ?» 47e ou... Attendez. Enfin, je veux... Peut-être 41e, excusez-moi. Je veux parler de George Bush père. George Bush père dirigeait la CIA. Et personne ne lui reproche d'avoir dirigé la CIA. Poutine dit, à ma connaissance, il ne travaillait pas dans un pressing. Comme ça qu'il dit les choses. Non, il ne travaillait pas dans un pressing. Et Poutine répond, et plusieurs fois ensuite, cette question lui a été posée par des Russes, par d'autres étrangers. Il répond invariablement la même chose avec des nuances. Il dit, la première chose que j'ai apprise, c'est que n'importe qui, quel que soit l'interlocuteur que vous ayez, cet interlocuteur, d'une manière ou d'une autre, il est plus intelligent que vous, il a des choses à vous apprendre, ou vous pouvez apprendre de lui. Donc c'est un homme qui a une capacité d'écoute extrêmement intéressante. Et petite anecdote, ce think tank, encore une fois, à Valdai, il nous a remerciés. Alors quand je dis nous, on était une salle à peu près comme celle-ci, des experts, entre guillemets, de la Russie venus du monde entier, puis quelques Russes, et il nous a dit, même la manière dont vous posez la question est intéressante pour moi. Donc c'est quelqu'un qui décrypte beaucoup de choses, ce qui est dit et ce qui n'est pas dit, enfin le non-verbal. Il dit, mais la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est le service et l'amour de la patrie. Et là, je voudrais aussi vous donner une subtilité de la langue russe qui n'est pas toujours connue lorsqu'on n'est pas russe. C'est que en russe, le mot de patrie s'écrit avec une majuscule, alors que le mot d'État, qui chez nous prend une majuscule, s'écrit avec une minuscule. Évidemment, derrière cette particularité orthographique, il y a autre chose. Il y a une échelle des valeurs qui n'est pas exactement la même que chez nous, peut-être. Et donc, pour vous permettre de poursuivre ensuite vous-même soit cette redécouverte ou cet approfondissement de la Russie, il n'y a rien de mieux qu'une invitation en Russie. Et je voudrais vous en faire deux. La première, c'est depuis votre fauteuil. Il y a un film que je vous conseille d'aller voir. Alors vous le trouvez sur Google. Vous tapez 17 moments du printemps. 17 moments du printemps, vous allez passer un merveilleux moment. Alors ça n'a rien à voir avec des cerisiers en fleurs au Japon, hein, malgré le titre. C'est 17 moments du printemps. C'est 17 moments entre février et mars 45. Je vous ai parlé de l'importance de cette grande guerre patriotique, comme les Russes les appellent, pour l'esprit russe encore aujourd'hui. Ces 17 moments du printemps, c'est 12 épisodes, si je me souviens bien, d'1 heure à peu près chacun, donc c'est la série américaine, mais avant les Américains, parce qu'elle date du début des années 70, de 73 exactement. Je ne vous dévoile pas ce qui se passe au cours de ces 12 épisodes, je vous dis juste, il faut que vous les regardiez dans l'ordre, sinon vous n'allez pas comprendre, parce que ça se savoure comme une partie d'échec. Alors, elle est en russe, évidemment, mais quelqu'un a eu la géniale idée de faire des sous-titres, et donc vous pouvez entendre la musique de la langue russe, et vous comprendrez tout, parce que tout est sous-titré. Vous passerez un très bon moment. D'abord visuellement, parce que les acteurs sont les meilleurs acteurs russes du moment. La personne qui joue le héros, qui est un espion russe infiltré dans le haut commandement nazi, est un homme qui était le plus grand acteur de ces années-là. Vous avez peut-être vu Guerre et paix de Bondarchuk, donc le Guerre et paix russe qui date, lui, de 67. Eh bien, c'est l'homme qui joue le prince André. Ce qui est très intéressant, c'est que le même homme qui prête ses traits au prince André, donc grande famille aristocratique se battant contre l'envahisseur de l'époque, à savoir les troupes napoléoniennes, c'est le même qui va jouer un espion du temps de Staline pour sauver la Russie.
je dirais pas l'URSS. Avec une musique sublime, avec des images sublimes. Donc regardez, savourez ce film, ça va vous donner des clés de géopolitique encore aujourd'hui pour comprendre la Russie. Ce film n'est pas arrivé par hasard. À l'époque, Andropov était le patron du KGB. Il avait compris que l'URSS allait dans un mur, était dans une impasse, et qu'il fallait recruter au sein des services des hommes de la trempe de ce héros. Et c'est un film qui a joué un rôle important, Poutine l'a dit à plusieurs reprises, pour des hommes de la génération de Poutine pour s'engager au sein du KGB. Et puis l'autre invitation au voyage que j'aimerais vous faire, c'est évidemment, allez-y. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon meilleure de se faire une idée de la Russie que d'y aller soi-même et de voir avec ses propres yeux. Vous savez qu'il y a eu vraiment un effet Coupe du Monde. Lorsque les Russes ont accueilli la Coupe du Monde dans ces 11 villes de Russie, vous avez eu beaucoup de gens, enfin vous en avez peut-être dans votre entourage, qui ont découvert la Russie pour la première fois, qui ont été émerveillés. La Russie, depuis le mois d'octobre, le début du mois d'octobre, c'est très récent, a assoupli pour 3 entrées dans le territoire russe, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad et l'Extrême-Orient. Les modalités d'entrée, vous n'avez plus besoin de toutes ces lourdeurs de visa. Maintenant, c'est un visa électronique, ça se fait en 3 clics. Donc la Russie ouvre ses portes très largement. Et puis pour ceux qui n'auraient pas le temps d'y aller, eh bien c'est la Russie qui va venir à vous, puisque 2020 est l'année des saisons culturelles russes en France, dans 64 villes. Alors je ne sais pas si Orléans va accueillir des événements culturels russes, mais près de chez vous, vous avez forcément une belle offre culturelle russe que vous devriez voir dans quelques mois. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Pérou d'avoir éclairé notre intelligence par ces éléments, toujours essayer de ne pas regarder une réalité autre que la nôtre, ici un grand pays qui est la Russie, qui a quand même une culture propre, éviter de la regarder seulement avec nos œillères franco-françaises, mais avec aussi l'œil qui a vécu cette culture de l'intérieur. Donc un grand merci. Tout à l'heure j'ai oublié de mentionner bien